Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne S'investir. On va analyser ensemble les marchés boursiers. On va évidemment parler de la situation boursière en Chine. On parlera de l'action Evergrande. On va surtout voir comment ça va impacter, et ça a déjà impacté nos portefeuilles boursiers, comment ça s'est propagé sur tous les marchés boursiers et même sur les crypto-monnaies. On parlera aussi de ce que prévoit la Fed, mais on va surtout s'attacher à essayer de voir quelle stratégie on peut mettre en place, comment on peut se hedger, comment on peut essayer de se protéger face à ces risques et face à cette volatilité croissante sur les marchés boursiers. Donc, on a vu, ça se propage sur tous les marchés, notamment ici sur le S&P 500 qui a fortement baissé ces derniers jours. Alors fortement, ça reste quand même assez contenu. On est revenu au niveau de juillet, donc il y a 2-3 mois. Mais on a quand même eu cette forte baisse qui est évidemment liée à toutes les inquiétudes, notamment sur les marchés boursiers chinois. On parlera aussi donc de l'inflation parce que c'est un sujet de préoccupation, un gros sujet de préoccupation, ce que prévoit la Fed au niveau des taux, au niveau du quantitative easing, etc. On va essayer d'analyser ça ensemble. Donc juste ici pour faire un petit état des lieux sur l'inflation. L'inflation donc sur un an, eh bien en août en Europe, elle est à 3%, donc elle a vachement augmenté ici avec la courbe en rouge. Et aux US, elle a encore plus augmenté, on est à 5,2% en août. L'inflation à 3% en zone euro, c'est le plus haut depuis 10 ans, donc il y a quand même une sérieuse préoccupation là-dessus, parce que ça peut impacter nos portefeuilles. Et si vous n'avez pas mis des choses en place pour votre portefeuille, eh bien, ça peut faire mal. Juste ici un petit point sur le VIX, pour ceux qui connaissent pas, c'est un indice de la peur. C'est un petit peu le ressenti sur les marchés boursiers. C'est calculé avec des options, avec des systèmes un petit peu plus complexes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que ça dit en fait, c'est la projection de la volatilité sur les 30 prochains jours sur ici le S&P 500. Et on a cet indice de la peur qui a beaucoup augmenté là sur le dernier mois. Il a pris 50%. Après, ça reste quand même un indice qui fait des très hauts, qui fait des très bas. C'est pas non plus un problème majeur ici. C'est pas non plus les plus hauts historiques si on regarde sur du plus long terme. Mais voilà, c'est quelque chose à regarder quand même, le VIX, l'indice de la peur. Et donc, évidemment, on va parler de Evergrande. Donc, c'est le numéro 2 de l'immobilier en Chine. Evergrande. Alors, quelques chiffres, c'est une des plus grandes entreprises chinoises. Ça représente à peu près 2% du PIB chinois, donc c'est quelque chose quand même de colossal. 130 000 employés, 3,8 millions d'emplois et à peu près 8 000 sous-traitants si on prend en compte tous les projets qui gravitent autour de Evergrande. Et c'est 300 milliards de dollars de dette pour cette société qui est surendettée et qui risque de faire défaut. Et c'est là le point de vigilance, c'est que voilà, le promoteur immobilier Evergrande est sur le point de faire défaut sur son énorme complexe obligataire de 300 milliards de dollars de dette. Et on a aussi peu d'espoir. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de signe de la part du gouvernement chinois pour sauver Evergrande. Ça, c'est un gros problème sur les marchés boursiers. On verra pourquoi, mais d'abord, il faut se rendre compte de l'action ici Evergrande qui a complètement chuté, qui a chuté de à peu près 90% sur un an, sur un peu plus d'1 an. Donc c'est énorme, c'est vraiment une chute colossale. C'est ce qu'on a connu sur les dot-com en 2000 par exemple, à moins 90%. Donc, il faut imaginer, vous aviez investi 100 000 euros. Aujourd'hui, vous n'avez que 10 000 euros sur cet investissement. Donc, c'est colossal. Et puis, donc, cette inquiétude sur les marchés, donc, elle se ressent et elle s'est ressentie sur le S&P 500. Elle s'est aussi ressentie sur le CAC 40, qui a quand même un petit peu rebondi depuis. Mais on a vraiment une contagion mondiale. Et par rapport à cette contagion mondiale, il y a 4 points importants à comprendre. Pourquoi ce qui se passe sur une entreprise chinoise spécifique, une entreprise qui exerce sur l'immobilier chinois. Pourquoi? Eh bien, ça déstabilise tous les marchés boursiers. Pourquoi ça déstabilise le S&P 500 qui représente les 500 plus grosses capitalisations américaines? Pourquoi le fait qu'une seule entreprise en Chine puisse déstabiliser comme ça les marchés mondiaux? La première raison, c'est au niveau de la propagation de la panique. On le sait, les marchés boursiers sont très psychologiques. Il y a tous les biais cognitifs de l'être humain qui rentrent dedans.
et ce n'est pas un seul être humain, mais c'est tous les investisseurs de la planète, et bien dedans, on a forcément des émotions, de la peur, de la panique, etc. Et puis, on a aussi les médias peut-être qui des fois en rajoutent un peu. Ici, on parle le spectre d'un Lehman Brothers chinois. Lehman Brothers, c'est la banque qui a fait faillite en 2008 et qui a amplifié la crise des subprimes et qui a vraiment créé un désordre économique mondial, et on sait ce qui s'est passé ensuite, hein. Donc voilà, ça participe aussi au sentiment de peur, au sentiment de panique. Ça joue évidemment dans le cerveau des investisseurs, donc qui commencent à paniquer, commencent à avoir peur et qui donc se désinvestissent des marchés, qui veulent plus de liquidité, plus de cash, et donc ils vont vendre des actions chinoises, mais aussi vendre du S&P 500 pour avoir plus de cash, pour être plus sécure. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des marchés mondiaux, des marchés boursiers mondiaux qui sont impactés par cette panique qui est pourtant uniquement due à une entreprise chinoise, même s'il y a quand même eu d'autres signes très négatifs en Chine, notamment ce qu'a fait le gouvernement par rapport aux entreprises sur la formation, sur l'éducation, etc. Donc voilà, on a eu cette propagation de la panique avec ici le S&P 500 qui a fortement chuté. Il faut aussi comprendre le deuxième point sur les 4 points que je vais vous expliquer. Le deuxième point, c'est que les marchés donc sont mondialisés. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Mais par exemple, BlackRock, donc le plus grand fonds de gestion du monde, qui a des fonds de pension, qui derrière c'est en fait de la gestion, donc c'est de l'argent des épargnants, c'est de l'argent des Américains, etc. Donc ça concerne vraiment beaucoup de monde, puisque BlackRock est investi. Et d'ailleurs, ils ont continué d'investir, ils ont plutôt acheté eux la baisse. Donc ils ont même renforcé leur position sur les obligations d'Evergrande, 31,3 millions de titres achetés entre janvier et août 2021. On a HSBC qui a aussi augmenté ses positions sur les obligations d'Evergrande, et on a aussi tout un tas de fonds. Donc ça, c'est les 6 plus gros fonds et leur exposition à Evergrande. Donc là, vous voyez que leur exposition baisse. Eux, ils n'ont pas forcément été acheteurs ici. Mais voilà, ça touche tout le monde, et là on a beaucoup de fonds américains par exemple. Donc voilà, ça touche tout le monde parce que tout le monde finalement est investi partout, et il y a énormément d'acteurs qui avaient ou qui ont encore des obligations de Evergrande et qui sont susceptibles donc de faire défaut, de ne pas retrouver leur investissement, et donc forcément ça les impacte, et ça impacte ensuite les marchés mondiaux. Et puis un graphique qui est très important à comprendre, c'est la corrélation entre les marchés des pays développés, ex-US ici, donc on est sur les pays européens, on est sur l'Australie, etc. et les pays des marchés émergents. Une corrélation, si vous ne savez pas ce que c'est en fait une corrélation de 1 voudrait dire que lorsque les actions des pays émergents baissent, les actions des pays européens, etc. baissent aussi. Et cette corrélation, elle était dans les années 90 autour de 0,4. Et ça, c'était très intéressant pour avoir un bon pouvoir diversificateur. Comme ça, si les actions des pays européens baissent, on avait possiblement les actions des pays émergents qui augmentaient. Et donc, notre portefeuille qui augmentait tout doucement et qui n'était pas très impacté par la baisse des pays européens ici. Et en fait, cette corrélation a vachement augmenté depuis, jusqu'à atteindre 0,8, 0,9, donc des marchés qui sont très corrélés, donc des marchés émergents et des marchés des pays développés qui sont très corrélés. Si on regarde aussi ça depuis 2004 jusqu'à 2020, on voit la corrélation entre l'US et les marchés développés hors US, donc l'Europe, etc. en bleu, et avec les US et les pays émergents en rouge. On voit que c'est rarement en dessous de 0,6, on est plutôt autour de 0,8 au niveau de la corrélation. Donc les marchés sont très corrélés, les marchés sont mondialisés, et donc c'est difficile de pouvoir se couvrir, de pouvoir se hedger. Si on investit sur les pays émergents, si ça baisse, on a aussi une grosse probabilité de voir notre portefeuille investi sur les US, sur l'Europe, baisser aussi.
Donc ça, c'est un petit peu une mauvaise nouvelle pour les investisseurs, la corrélation qui a vachement augmenté par rapport aux années 90. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le Bitcoin, donc les crypto-monnaies qui sont quand même un marché à part par rapport au marché des actions, eh bien en fait, c'est pas tellement un marché à part parce que tout simplement, les acteurs sont les mêmes. On a des investisseurs, beaucoup d'investisseurs même institutionnels qui se sont mis au Bitcoin. Et donc, eux sont investis sur les marchés des actions, sur le marché obligataire, sont aussi investis sur les marchés des crypto-monnaies. Et lorsqu'il y a une panique, lorsqu'ils veulent des liquidités, eh bien, ils vont possiblement aussi vendre des crypto-monnaies. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi sur les derniers jours. On a vu une grosse baisse du Bitcoin qui est certainement liée aussi à la situation compliquée sur les marchés boursiers et sur les marchés chinois, donc notamment. Donc le Bitcoin ici qui a fait une baisse de moins 23% en 16 jours. C'est une volatilité très élevée, on le connaît, on connaît le Bitcoin, on connaît les cryptos, c'est très volatile. Et bien là, on a eu une perte donc de 23% sur un peu plus de 15 jours. C'est aussi parce que on a des stablecoins comme Tether, donc Tether qui est la plus grosse stablecoin adossée au dollar, qui est aussi investi derrière en obligation. Et on a eu peur sur les marchés que Tether ait des obligations d'Evergrande et donc perdre de l'argent par rapport à ça. Tether a dit que finalement il n'avait pas d'obligation d'Evergrande, mais voilà, il faut comprendre que le marché des cryptos avec Tether donc eh bien, est aussi lié au marché obligataire parce que derrière, il y a des cross-investissements, il y a des investissements, il y a des inter-investissements, on va dire, entre les cryptos. On investit sur Tether, et bien derrière, ils vont investir sur des obligations, etc., etc. Tout est de plus en plus lié et donc c'est difficile aussi de chercher la diversification, de chercher le bon pouvoir diversificateur sur tous ces marchés mondialisés. Le troisième facteur, c'est la contagion. La contagion, ce qui est possible parce que on a l'immobilier en Chine qui représente quand même 40% des actifs détenus par les ménages chinois. Donc le patrimoine financier d'un ménage chinois est fortement exposé à l'immobilier. Avec ce qui se passe sur Evergrande, évidemment ça va déstabiliser le secteur de l'immobilier. Et donc, ça va déstabiliser les ménages chinois qui vont possiblement moins consommer. Or, on a de plus en plus les ménages chinois qui consomment des produits européens, qui consomment des produits américains, etc. Et puis, par rapport au marché immobilier aussi en Chine, il faut comprendre que 40% des prêts sont nantis par des biens immobiliers. Ce que ça veut dire, ça, c'est que 40% des emprunts des Chinois, derrière, sont assuré, la banque se dit ok, je peux t'emprunter, je peux te prêter de l'argent parce que derrière, si tu rembourses pas, eh bien je récupère ton bien immobilier. C'est ça, avoir son prêt qui est nanti. Sauf que si les biens immobiliers commencent à chuter fortement et que on a des ménages chinois qui ne remboursent pas leurs prêts, les banques qui vont récupérer les biens immobiliers, ils ne pourront pas revendre ces biens immobiliers au prix du prêt. Donc, ils vont perdre de l'argent. Donc, ça va déstabiliser les banques chinoises et ça va fortement impacter l'économie chinoise et donc l'économie mondiale qui est, je le répète, hyper mondialisée. Donc voilà, ça c'est aussi un gros risque, le risque de contagion. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas sur un énorme risque de contagion. On est quand même sur quelques obligations de Evergrande, même si ça a quand même un impact et ça peut avoir un fort impact sur le prix de l'immobilier qui a énormément augmenté aussi en Chine. À voir s'il y a une bulle, si ça va éclater, etc. C'est quand même une affaire à suivre, un point de vigilance. Le quatrième point, c'est est-ce qu'on est sur un risque systémique ? Donc là, on a beaucoup de médias qui parlent de risque systémique, qui voudrait dire que si Evergrande tombe, fait faillite, ça entraînerait la faillite d'autres entreprises qui entraînerait possiblement une grosse perturbation pour les banques chinoises et possiblement aussi les risques de faillite des banques chinoises. Et ça, vraiment là, ça serait une catastrophe sur le plan planétaire.
et donc une grosse crise, une crise majeure, une crise systémique, un peu comme ce qu'on a connu en 2008, donc avec Lehman Brothers, qui était une banque américaine qui a fait faillite en 2008 et qui a, voilà, on connaît, hein, on en a déjà parlé, donc qui a énormément aggravé la situation en 2008 et qui a propagé la crise mondiale. Est-ce qu'on est sur un risque systémique par rapport à ça? Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment exagéré. Ici, on était quand même sur une banque. Evergrande, on est quand même sur une entreprise immobilière. Certes, les banques derrière ont des produits, mais c'est quand même un peu moins important, on va dire, hein, la faillite d'une banque par rapport à la faillite d'une entreprise immobilière, même si ça reste grave, évidemment. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Lehman Brothers a fait faillite en 2008, il y avait tous les investisseurs de la planète qui avaient possiblement des produits de Lehman Brothers. Et dans les produits de Lehman Brothers, il y avait donc les fameux crédits subprime, les fameux emprunts qui ont été découpés en morceaux des ménages américains qui n'ont pas pu les rembourser. Et il y avait vraiment un système opaque. Il y avait un système très très opaque. Derrière, il y avait des gens qui investissaient. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils avaient des petits morceaux d'emprunts de ménages américains. Donc c'était vraiment un système très obscur et on s'est rendu compte après que il y avait beaucoup de gens qui étaient exposés aux emprunts des ménages américains. Ici, par rapport à Evergrande, eh bien, on connaît la situation. Pour l'instant, il n'y a rien de très obscur. C'est des obligations et c'est un risque de défaut. Et on a possiblement l'État chinois qui pourrait venir à la rescousse. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment sur le même risque? Est-ce qu'on est vraiment sur un risque systémique? À mon avis, pour l'instant, non. Donc, si vous avez vu le film The Big Short, vous comprenez ce que je veux dire par rapport à tous ces produits. Très bon film d'ailleurs, The Big Short, pour 2008, si vous n'êtes pas au point sur la crise de 2008. Donc finalement, avec tout ça, avec tous ces risques de contagion, tout ce problème de diversification qu'on a sur les marchés, les cryptos qui prennent cher, les marchés émergents, les US, le CAC 40, quelle stratégie, quelle protection prendre, quelle chose mettre en place? C'est l'objet donc de cette partie maintenant de la vidéo. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir une allocation bien précise, une allocation qui est diversifiée. Je pense que je ne vais jamais m'arrêter de le répéter. Mais voilà, quelqu'un qui avait ici investi sur Evergrande et qui a perdu 90% de son investissement, si la personne, ça représentait 50% de son portefeuille en bourse, c'est une catastrophe financière pour cette personne. Voilà, donc ici, Evergrande, grosse chute. Alors que si vous commencez par investir de manière globale, de manière bien diversifiée sur des indices, etc., ça, vous l'avez presque pas senti dans votre portefeuille. Aussi, eh bien, c'est aussi une histoire de diversification. Par exemple, les gens qui sont très exposés à Apple, Apple a aussi fortement chuté avec ses nouvelles sur le marché boursier chinois, puisque Apple est aussi beaucoup exposé en Chine. Et donc, c'est aussi un problème de diversification si vous êtes trop exposé à certaines entreprises. Et j'ai envie de dire, c'est pas non plus qu'un problème de diversification géographique, un problème de diversification sectorielle, etc. Parfois, c'est des actions qui sont exposées à des choses qui sont imprévisibles. Par exemple, on l'a vu avec la crise du Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises pour qui le Covid, ça profitait. Par exemple, Zoom, etc., tout le commerce en ligne, etc. Et d'autres entreprises pour qui le Covid-19 ne profitait pas du tout. Par exemple, Airbus, je crois que j'ai mis Airbus ici. Voilà, Airbus qui a fait une chute ici colossale en mars 2020 de 60%. Une chute colossale. Donc, c'est une diversification sectorielle qu'il faut avoir, géographique, mais aussi des choses comme une diversification Covid, pas Covid, une diversification chinois, pas chinois. Et ça, c'est tout un art. Et aussi, c'est parfois des choses qu'on ne peut pas prédire. Le Covid-19, par exemple, vous ne pouvez pas le prédire, cette pandémie qui est arrivée. Donc, le mieux, ça reste, et sur le plan académique, on le sait bien, ça reste une diversification globale. Si vous n'avez pas d'autre stratégie, c'est une diversification globale sur des indices, sur le long terme. Et là, vous aurez eu la performance des marchés qui se sont très bien comportés en 2020, qui se comportent très bien aussi en 2021 pour le moment, etc. Et vous n'aurez pas senti le problème d'Evergrande, vous n'aurez pas senti le problème d'Airbus dans votre portefeuille, etc. Je vois beaucoup d'investisseurs qui sont surexposés au CAC 40.
qui ont un PEA et qui sont extrêmement exposés au CAC 40 et notamment à Airbus. Ici, ils ont perdu 60%. Bon, il y a eu un rebond, certes, mais on n'a pas quand même retrouvé le niveau d'avant-crise, alors que tous les indices l'ont retrouvé, hein, le CAC 40 l'a retrouvé, le S&P 500 a fait un rebond incroyable après 2020, etc. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en place pour votre allocation, une approche peut-être globale, investie un petit peu mondialement. Ça permet de diversifier, ça permet de ne pas sentir des entreprises comme ça qui prennent très cher d'un coup, Evergrande par exemple. Ensuite, c'est une approche aussi long terme, évidemment. Ici, on est sur de la volatilité court terme, on voit bien des baisses, mais sur le long terme, il faut prendre du recul. Par exemple, les marchés émergents, depuis 1987, 1988, allez, parce que ici c'est le 31 décembre, depuis 1988, ils font 10,78% par an. Voilà, il faut prendre un peu du recul par rapport à ce qui se passe actuellement sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On a aussi des ratios de valorisation qui sont bien inférieurs au marché des pays développés, par exemple avec le MSCI World. Donc on a des ratios, voilà, des P sur E, P sur B, le PER, donc le Price to Book Value, etc., qui sont bien inférieurs et qui permettent donc d'investir à des prix bien inférieurs. Et il y a une certaine corrélation entre les ratios P sur E actuels et la performance future. Voilà, il faut aussi regarder par exemple le cap ratio. Le cap ratio donc, du prix Nobel américain Robert Shiller. Robert Shiller, donc, qui a été prix Nobel en 2013, qui a écrit un superbe livre, L'exubérance irrationnelle, je vous invite à le lire. Ici, on a les marchés émergents qui ont un cap ratio qui est attractive, donc qui est en dessous de la moyenne. On a un cap ratio autour de 16-17 et un price to book ratio qui est aussi qui est en dessous en tout cas de la moyenne et qui est plutôt attractif par rapport à des États-Unis qui sont très chers actuellement. Il faut garder cette approche long terme. Si vous avez décidé que la Chine, les marchés émergents, ça faisait partie de votre portefeuille, si vous avez vendu actuellement, peut-être qu'il y a un problème, vous n'êtes pas prêt à avoir cette approche long terme qui est super importante en bourse. Et vous êtes peut-être en train voilà, de ne pas vous en tenir au plan et ça peut être grave pour votre portefeuille. Ici, on a aussi eh bien, le MSCI China qui a fortement baissé du coup depuis le début de l'année, à son plus haut ici juste avant mars 2021. Jusqu'à maintenant, il a fait moins 31%. Moins 31%. Est-ce que vous voyez ça, vous, comme une panique, une peur, et donc il faut vendre, ou est-ce que vous voyez plutôt ça comme une opportunité d'achat, une opportunité d'achat à un faible coût pour baisser votre PRU, et donc est-ce que vous allez renforcer votre position? Tout dépend donc ce que vous souhaitez mettre en place. Mais voilà, pour certains investisseurs, notamment Warren Buffett qui a plutôt une approche value, donc il a cette fameuse citation: soyez peureux quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont peureux. Ici en Chine, on est quand même sur un marché où les investisseurs sont très peureux, avec une forte chute et peut-être une surréaction des marchés. Est-ce que ce n'est pas une opportunité d'achat? Ici, ce n'est pas un conseil d'investissement. À vous de voir, à vous de faire vos propres recherches. Et puis, j'espère aussi pour votre portefeuille, ça c'est le point numéro 3, que vous avez une stratégie claire et une stratégie définie en amont. Là, la pire chose à faire là en ce moment, ça serait de jouer en bourse, peut-être pas jouer, mais d'investir au feeling, d'investir voilà, avec ses émotions, d'investir avec ses intuitions, et de ne pas investir comme un robot et de suivre le plan d'investissement qu'on avait calculé avant, qu'on avait défini, etc. et de suivre sa stratégie. C'est la pire chose à faire. C'est ce que font les investisseurs moyens, hein, ce que font en moyenne les gens, au lieu d'une approche long terme, passive, éventuellement, comme avec donc voilà, le S&P 500. Entre 1999 et 2019, il a fait 6,1% de performance par an. La moyenne des investisseurs était à 2,5%. Et ça, c'est en grande partie dû à nos biais cognitifs, à nos émotions, à nos peurs, au fait que parfois on cède à la panique et au fait que il y a beaucoup de gens qui investissent au feeling, qui investissent avec des intuitions, simplement au lieu de s'en tenir à des règles très précises d'investissement. Voilà, donc ça c'est une étude de JP Morgan.
Alors, dernier point quand même très important pour finir cette présentation un petit peu d'analyse des marchés. Dernier point très important, j'espère d'ailleurs que ça vous plaît ce genre de vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. Peut-être que j'en referai du coup si ça plaît bien. C'est la première fois je pense que je fais une analyse comme ça des marchés. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet vraiment de savoir si ça vous plaît. Et si cette vidéo donc marche bien, je referai comme ça des analyses du marché. Est-ce qu'on est donc actuellement vers un changement de régime économique? Ce que j'entends par régime économique, c'est notamment un petit peu comme l'entend Ray Dalio. On peut mettre un petit peu 4 régimes économiques. Une croissance avec de l'inflation, une croissance sans inflation, voire de la déflation, une décroissance sans inflation et une décroissance avec inflation. Voilà, donc là actuellement sur les 10 dernières années, on a connu une croissance et sans inflation. Ça a évidemment profité aux actions qui ont ultra performé. Et si vous êtes récent sur les marchés boursiers, si vous êtes un investisseur depuis peu, eh bien vous pensez peut-être que les marchés se comportent comme ça tout le temps. Non, non, les marchés des actions eh bien, réagissent différemment en fonction de ces régimes économiques. Donc là, on était en tout cas sur un régime qui était ultra favorable aux actions, hein. Croissance sans inflation, avec des taux bas. Voilà, et là actuellement, donc comme on a vu, on a l'inflation qui repart aux US, l'inflation qui repart en Europe. Est-ce qu'on est sur un changement de régime économique? Et qui dit changement de régime économique dit aussi changement de classe d'actifs performante, de performance sur les actions, etc. Donc si vous êtes actuellement très exposé aux actions, est-ce que vous êtes prêt possiblement à voir une chute de votre portefeuille de moins 10, moins 20, moins 30, moins 50%, c'est des choses qu'on a connues dans le passé. Et du coup, il faudra y être préparé. Il faut peut-être mettre des choses en place avant. Voilà, donc possiblement, on est sur un changement de régime économique, possiblement un grand retour de l'inflation, possiblement aussi un retour des taux d'intérêt plus élevés. Aussi, on va voir ce que va dire la Fed par rapport au quantitative easing. Donc, pour l'instant, ils avaient une politique qui était très accommodante pour les marchés financiers, avec beaucoup de rachats d'actifs, etc. Eh bien, ça, c'est susceptible de changer. C'est ce que déjà a annoncé la Fed, qui vont peu à peu diminuer leur rachat d'actifs. Et ça, ça peut être une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers. Alors, ça dépend comment ça va arriver. Est-ce qu'ils vont faire ça progressivement, tout doux, pour que les marchés financiers l'acceptent calmement, ou est-ce que ça va aller plus vite? Est-ce qu'ils vont devoir être obligés d'aller plus vite? Et là, on pourrait avoir une réaction des marchés à voir. Voilà. Et puis, il y a donc la Banque Centrale Européenne aussi qui va s'y mettre, parce que l'inflation aussi augmente. Et voilà, il y aura aussi toutes les annonces autour des taux d'intérêt à analyser, à lire. Ça va arriver très vite. Ça doit arriver d'ailleurs aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc si vous voulez d'ailleurs mon analyse de ça, parce que là je ne l'ai pas traité dans cette vidéo, c'est pas encore sorti ce que va dire la Fed, c'est ce soir. Si vous voulez avoir cette analyse-là, je vais la partager, je pense, sur mon Instagram ou sur Telegram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Donc voilà. Et puis oui, ça c'est un dernier graphique pour montrer un petit peu comment les marchés financiers ont extrêmement progressé depuis la crise de 2008, mais comment aussi on a eu ici on appelle la décennie perdue. Les marchés sont susceptibles de ne pas continuer comme ça à la hausse indéfiniment. Ça n'a pas existé. On est susceptible donc d'avoir des cracks, d'avoir des crises, d'avoir un ralentissement, d'avoir des performances moins élevées. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous intéresse que j'en refasse. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner pour vos finances. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Les liens sont dans la description. Et puis si vous voulez apprendre à créer votre portefeuille diversifier, votre portefeuille long terme, et même avoir des stratégies inédites, des stratégies plus élaborées, etc. Vous pouvez télécharger mon livre gratuit, mon livre numérique gratuit. Le lien est dans la description. Il a reçu pas mal de notes sur Amazon. Les gens l'apprécient bien, donc je pense que ça peut vous plaire aussi. N'hésitez pas à le lire, c'est gratuit. Le lien est en description. Pouce bleu, abonnez-vous. On se dit à la prochaine.